Lance les violons, Boosty, s'il te plaît. J'ai appris une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Ce qui a bercé mon enfance, c'est-à-dire des vannes, pas drôles, mais des vannes quand même, vont s'arrêter. Donc, j'ai décidé de rendre un dernier hommage au Black Caramba. Messieurs, à vous de répondre. Où va faire un super-héros ses courses? Dans un supermarché. Bien, bravo Renaud. Quand on est con, on est con. Salut Renaud, comment ça va? Salut Gus, ça va super bien. Très heureux d'être là pour le vintage. Moi, c'est un truc que j'adore, donc bon, très heureux d'être là. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, c'était vintage ce soir. Salut Boosty. Salut tout le monde. Salut Verpa. Salut. Allez, putain, mais j'ai oublié Kevin. On est tellement pas habitué à ce qu'il soit là que. Oh là, bonjour, je suis un petit nouveau. J'ai vu qu'il y avait de la lumière. T'as toqué à la porte. T'es venu avec ton ventilateur express, c'est ça? C'est ça, mon copain, parce qu'il fait un peu chaud en ce moment à Marseille. Et je me suis dit, autant venir avec le ventilateur. Comme Jean-Pierre Foucault d'ailleurs, j'ai la mèche qui bouge. C'est déjà bien. Déjà, tu es là, c'est des merci. Entre merci, Kevin. Mais de rien. 50 €, n'oublie pas à la sortie. Oh merde. Alors, comme l'a si bien rappelé notre ami Renaud, bien évidemment, on va parler de Vintage ce soir pour ce deuxième volet de Vintage Wrestles Radio. Et on a décidé de parler de WrestleMania 19, puisqu'on est en pleine période de Road to WrestleMania, qui est pas terrible cette année, il faut l'avouer. On y reviendra ça la semaine prochaine lors de la sortie de Sunday Night Wrestle spécial WrestleMania, mais aujourd'hui c'est bien évidemment de WrestleMania 19 qu'on va parler avec ma belle petite bande de bras cassés qui sont ici avec moi pour parler de ce magnifique pay-per-view. Et Brousty va nous lancer un petit jingle, tout petit jingle, et on va se retrouver juste après ça pour attaquer WrestleMania 19. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Mais avant d'attaquer cette review de WrestleMania 19, on va faire une petite aparté de 5 petites minutes pour parler de Monsieur Paul Bearer qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Renaud, Broustier, c'est vous qui connaissiez le mieux Paul Bearer. Pouvez-vous nous parler de sa carrière, s'il vous plaît? Tu veux commencer, Broustier? Oh ben moi je résumerai assez simplement, c'est quand même un homme unanimement apprécié dans tout l'univers du catch, ce qui est assez rare pour être souligné. Dans toutes les fédérations, il a toujours été en bon terme quand même. Il est passé par la WWE, donc l'essentiellement, et puis la TNA, et puis d'autres fédérations aussi. Surtout c'est quand même celui qui a fait monter l'Undertaker, la légende Undertaker, donc c'est quand même un grand monsieur de l'histoire du catch moderne en tout cas qui nous a quittés, voilà. À l'âge de quel âge monsieur il avait 58 non 58 ans, ouais, il est pas. Kevin qui nous fait sur le chat, Hulk Hogan n'est pas mort, mais bon, la légende est morte, mais physiquement il est toujours en vie, ouais. Normalement, si on se souvient, on avait pris les paris sur Jeff Hardy. Oh non. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me rappelle de ça, c'est moi qui avais d'ailleurs lancé le pari. C'était triste à dire, mais... Oui, je troll encore sur Jeff Hardy, même quand il n'est pas là. Allez, bon, rien d'autre à dire sur son dernier run de 2010 ? Je voulais juste dire 2 mots sur Bearer, parce que bon, c'est quand même un mec qui a été diplômé à la base en sciences mortuaires, Paul Bearer, avant d'être dans le catch. Donc McMahon a pris son personnage à la lettre, et puis on a fait un des managers les plus reconnus de l'histoire, mais à la base, lui, il était dans une petite fédération, et il a managé... WCCW. Ouais, c'est ça, et il a managé des catcheurs qu'on connaissait pas à l'époque, qui faisaient leur début, qui ont explosé par la suite. Je pense à l'Ultimate Warrior, Lex Luger, Steve Austin. Il a même managé Undertaker alors que le Taker n'était pas encore Undertaker, justement, pour la petite histoire. Ah ben oui. Donc, ouais. Et vous savez comment il était employé? Vous savez comment Vince McMahon l'a employé? Vas-y. Alors ils étaient en réunion
avec je ne sais plus qui, je crois que c'était sûrement Booker, là de tête je sais pas qui c'est, hein. Mais ils ont regardé le CV de Bearer, et ils ont vu qu'il était croque-mort. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Paul Bearer a été employé par la WWE. À l'époque, il cherchait pas forcément un manager pour le Taker, en plus c'est ça le pire. Et le truc, c'est que c'est Rick Rude qui en a parlé à Ouais. Vince McMahon parce qu'il avait été managé par Bearer, Rick Rude, à l'époque. Et quand il a signé à la WWF, il a dit à McMahon, écoute, il y a un mec qui est un super bon manager et tout, ça serait cool que tu l'engages et tout. Et c'était Paul Bearer. Voilà. D'ailleurs, Paul Bearer, c'était pas non plus qu'un simple manager, c'était aussi une voix. Ah bah oui. Oh yes. C'est toute une histoire la voix de Paul Bearer, c'est mythique. Bon, Par contre, vas-y, je Bernard. je voudrais rebondir sur le fait tout à l'heure que tu disais, je crois que c'était Renaud, qui parlait d'une petite fédération. Ça reste quand même le Texas, qui quand même, dans les années 85-90, ça reste quand même peut-être ce qui se faisait de mieux dans le niveau mondial, hein. Même si c'était pas le catch Petite fédération niveau argent, après c'est clair que niveau Ouais, parce que visu et tout, ça Texas. passait, c'était peut-être les meilleures années. C'est là-bas notamment que Ric Flair s'est fait reconnaître, mais Steve Austin aussi. Mais les fédérations texanes de la fin des années 80, ça reste quand même quelque chose de hyper important dans le monde du catch à cette époque-là. C'était peut-être le territoire numéro 1 régional à l'époque. Ouais, possible. Je vois que Vincent a quelque chose à dire. Il sera pas là parce que je crois qu'il a pas vu WrestleMania 19, mais il voulait absolument dire un mot pour rendre hommage à Monsieur Paul Bearer. Moi, c'est juste une petite anecdote personnelle. Tout à l'heure, j'ai pris le train, les lumières se sont éteintes pendant deux bonnes minutes. J'ai pensé pendant 2 secondes que Paul Bearer allait venir avec le Taker, mais non. Voilà, Il n'y a pas eu le dong? non, même pas. Ah, quelle tristesse. Moi, on va quand même parler de son dernier run de 2010 vite fait. Après, on, on s'arrêtera, on passera vraiment au sujet de base. Renaud, quand Paul Bearer est revenu en 2010, est-ce que tu as marqué comme un marque, quoi? Est-ce que tu as eu un marque moment quand tu l'as vu sortir du cercueil? Alors, pour dire la vérité, non, pas vraiment. J'ai surtout marqué en 2004 quand il revient à WrestleMania Ouais. 20. Ah ouais, voilà. Là, c'est vraiment, c'était super. 2010 moins, ça m'a fait plaisir de le voir. L'utilisation derrière, avec Edge quand il était, tu t'en souviens, il était Oui. dans la fauteuil roulant, tout ça. Bon, c'était comique, hein, c'était sympathique, mais c'était pas le Bearer qu'on avait vu à l'époque. Donc beaucoup moins sur 2010, ça m'a fait plaisir de le voir. Mais sinon, si j'ai marqué sur Bearer, c'est bien en 2004, ouais. Ouais, 2004, enfin, j'ai revu le match il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Ken qui fait son entrée, et d'un coup, t'entends Oh yes! Ah, c'est Le super. le public qui s'enflamme, quoi. Ah, c'est ça. Magnifique. C'était génial. Donc, messieurs, Brousty, peut-être quelque chose encore sur Paul Bearer ou pas du tout? Ou Kevin, qu'on n'a pas entendu sur le sujet? Tu m'en poses une belle là. Je t'avoue que C'est moi, la qui première C'est fois qui que Paul j'ai- Bearer? J'essaye de me souvenir la première fois où je l'ai vu. Non, je pense que c'était quand même par rapport. Je l'ai vu avant qu'il fasse son retour. Mais j'ai dû le voir dans un des WrestleMania. Mais alors, le 16. Il me semble. Non, 16, non, pas possible. 14. Pas possible, il n'y a pas Taker au 16. C'est le 14. C'est le 14, alors. Ouais. C'est le Il accompagne 14. Kane. Voilà, c'est ça exactement. C'est là que j'ai vu pour la première fois. Et puis Ok, après, il a d'accord. fait son retour avec la WWE. D'ailleurs, c'est au bout de 8 participations du Taker à WrestleMania qu'il a arrêté d'être là souvent, qu'il vide le micro. Désolé. Voilà. Donc je disais, donc au bout de à peu près, je crois que c'est 8 participations, c'est ça, messieurs? C'est ça, ouais. Au partir du 8e match. C'est à partir de là qu'on pouvait se demander si le Taker allait garder son invincibilité avec ou sans Paul Bearer, quoi. Et au final, il a gardé son invincibilité. C'est à ce moment-là qu'on a compris que le Taker ne perdrait jamais peut-être à WrestleMania. Je sais C'est un pas peu si vous ça, êtes d'accord, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, c'est surtout aussi qu'à cette époque-là, quand Bearer on le voyait plus, il avait des gros soucis De santé. physiques et de poids, de santé, ouais. Il était devenu obèse et il pouvait plus être très présent, mais oui, c'est assez lié, hein. C'est assez lié ce que tu dis, c'est pas faux. D'ailleurs, il avait dit qu'il voulait être intégré au Hall of Fame en même temps que l'Undertaker. Donc, Ça aurait été magique, magique. ça aurait été magique de les voir ensemble tous les deux, se faire introniser. Ça aurait été génial. Se faire introniser par Kane en plus, sûrement. Ouais, ça aurait été super. Ça aurait été génial. C'est clair. Bon, bah, écoutez, messieurs, je propose. Gus. Oui, Vincent qui voulait dire un dernier mot, oui. Oui, juste un dernier mot. Genre, je sais plus si c'est en 2010 quand il a fait son retour ou un peu plus tard, mais Paul Bearer avait avoué dans plusieurs interviews qu'on peut retrouver sur le net que s'il était encore vivant à l'époque, c'était grâce à Vince McMahon qu'il avait beaucoup aidé
à retrouver une bonne santé. Donc on peut dire merci à Vince McMahon que bon, il a beaucoup de défauts, mais on peut dire ce qu'on veut. La WWE aide assez généralement ses anciens employés qui ont des problèmes de santé, que ce soit avec la drogue ou pas. Et que... C'est bien de le signaler parce que c'est juste ça. Complètement, ouais. En effet. Bah, écoutez, merci de ton intervention, Vincent, et on se retrouvera la semaine prochaine pour le podcast. Oui. Allez, c'est parti. Bon, bah, écoutez, messieurs, oui, mais je me suis trompé sur le chat Brousty, j'ai fait une faute de frappe, voilà. Je te le dis. J'ai mis Booker T au lieu de Booker R au lieu de Booker T, voilà, excusez-moi. Ça arrive à tout le En monde. fait, c'est un mélange de Robiti. C'est ça, ouais. C'est ça. Allez, messieurs, c'est parti. Il y a eu un Sunday Night Heat ce soir-là. C'était donc, il me semble, entre Rob Van Dam et je n'ai plus le nom. Pourquoi je me suis trompé de page? C'est Rob Van Dam et Kane contre Ouais. les Dudley Boys, contre Lance Storm. Et qui déjà? J'ai Carlito. un trou aussi. Non, Non, Carlito. Chief Morley. Voilà, le Chief Morley qui est Valvenise en fait. Hein. D'accord. Bah, le match a duré pile 10 minutes, donc c'était juste pour vous signaler le Sunday Night Heat. Bah oui, c'était pour les World Tag Team Championship à l'époque, Ouais. parce qu'il y avait 2 ceintures encore à l'époque pour Ouais, par équipe. Que je dise pas de bêtises, on parle bien de WrestleMania 17. 19. 19, autant pour moi, ouais, je suis complètement à l'ouest. Bah oui, celui qui était au Safeco Field de Seattle, De Seattle, ouais. stade de baseball. Là. Ouais. Si tu le dis. Si te le dis, Et le Oui. premier pay-per-view depuis que ça s'appelait la WWE. aussi. Exact. Ça avait lieu le 30. Le premier WrestleMania, tu veux dire? Et oui, WrestleMania, pardon. Et avec les deux brands évidemment aussi, Raw et SmackDown. D'ailleurs, le pay-per-view a eu lieu le 30 mars 2003 et dans la salle, il y a eu 54 097 personnes. C'est un bon petit chiffre pour l'époque, je crois, non? Dans ce stade Bah oui, dans ce stade-là, c'était oui, hein. le record du stade évidemment. Oui, voilà, donc oui, c'est parfait. Hein. Pas mieux, Parfait. oui. Voilà. Mais écoutez, messieurs, on va pouvoir passer au premier match de cette soirée. Un match qui a duré 5 minutes et 39 secondes. Je sais que Verpa, ça lui fait beaucoup rire quand je dis toutes les secondes et tout. Mais Matardi a Sûr. battu. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit la D'accord. dernière fois. Ah, moi c'est plutôt 8 minutes 37, mais bon, Ah, moi j'ai 5 minutes 39. ok. Et moi, j'ai 5 minutes 37. Donc, ouais, c'est 5 minutes et tout. Donc, Moi, je m'en souviens pas. bon, on va dire que ça a duré 5 minutes 39 secondes. On n'est pas à 2 secondes près de toute façon. Matardi a battu Rey Mysterio dans un bon petit match avec de bons moves. Peut-être un petit peu court, messieurs. Ah, Ou mais c'était si- pour le titre C'était Cruiserweight. pour le titre Cruiserweight, ouais, j'ai oublié de le préciser. Bah oui, un peu court. Oui, Matardi à l'époque, eh ben, il était était version 1.0, non je Il pense. était. Non, 2.0. Oui. Il a Ah, attaqué 2.0, voilà, c'est ça. Ouais. 1.0. 1.0 à l'époque 1.0, ah bah oui, Ah j'avais oui, il y a en eu, compagnie de Shannon Moore, ouais. Ah oui, ouais. Oui, voilà, accompagné par Shannon Moore, évidemment, le copain de la famille Hardy. Donc, bah ouais, un bon petit match, bon, assez rapide, fini, bah, un peu mi-réserve, bon, bah, surtout parce que bah, Matt Hardy, bah, est personne agile, donc qui gagne de manière controversée, évidemment. Mais un bon petit match, à l'époque, Rey Mysterio, c'était quand même quelqu'un qui exécutait très rapidement ses moves, donc bah, c'était toujours un plaisir à le voir, Ouais. beaucoup plus que maintenant, quoi. Mais moi, il y a la fin qui m'a quand même déçu. Je l'ai trouvé un petit peu raté à la fin. Je sais pas si vous êtes d'accord. Au niveau, enfin, avant que Matardi fasse le roll-up victorieux et puisse se céder des cordes, j'ai eu l'impression que le dernier move du match a été foiré. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné en voyant le match il y a quoi? Il y a même pas une heure. Bah, moi, comme tout à l'heure, je t'ai dit non, mais bon, je sais pas l'avis des autres, hein, mais- Renaud? Non, j'ai pas forcément cette impression-là non plus, je te dis la vérité. C'est un bon opener. J'ai trouvé aussi qu'il était assez court, c'est vrai. Ça va assez vite, les prises sont bien effectuées, il y a un bon rythme. Préciser quand même une petite chose pour l'anecdote, c'est le premier WrestleMania solo de Matardi, parce qu'il avait fait des matchs en team en fait, juste avant, dans les autres WrestleMania, notamment le Ouais. 16 et le 17. Voilà. Et pour Rey Mysterio, c'est son premier WrestleMania tout court à lui, donc voilà, c'était pour préciser. Mais oui, bon opener, moi j'ai bien aimé, c'était sympa, un peu court, mais très bon match. Ça lançait bien le show, faut dire. Et petite polémique à l'époque, Gus aussi, je précise. Polémique autour du poids de Matardi qui était champion, poids moyen. Cruiserweight, ouais. Et Voilà. Ah oui, il y avait une limite à 95 Il y avait kilos. une donc. limite et lui il est dépassé les 95 kilos à cette Oui, époque-là. et mais ce que je me disais, comment c'est qu'il est champion de Cruiserweight, alors que bon, ça se voit bien qu'il est pas très Cruiserweight comme les Rey Mysterio ou consort. Exactement. Kevin, toi qui as vu le match il y a un petit moment, je crois.
Je t'avoue que je m'en souviens plus du tout. Mais merci. Merci Ouais, de ton intervention. Je vais te servir surtout pour la fin, parce que je me souviens de la fin de WrestleMania, mais alors le début, je t'avoue que je l'ai un peu oublié. Ouais, d'accord. Mais écoute, on va donner la parole à Verper, on passera à la suite. Non, c'est vraiment un très bon opener, ça permet de rentrer très vite. Par contre, 5 minutes, c'est un petit peu juste. Il aurait peut-être fallu mettre 8 ou 9 pour que ce soit plus emballant, mais pour rentrer Ben dans ouais. un show Ouais, et que ça fallait, fasse un. Ouais, mais sur la durée, bon, on en parlera tout à Il l'heure. fallait laisser de la place pour le pillow fight. Mais non, mais c'est surtout qu'il y a des WrestleMania, en fait. Il y a des WrestleMania, bon, comme celui de l'année dernière, ben, où il y a des trucs inutiles, voilà, qui bouffent du temps sur l'autre match. Alors que dans celui-là, ben, à l'arrivée, non. Enfin, il n'y a pas vraiment Là, de ça trucs garde juste le meilleur. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut réduire au début, voilà. Et ça monte au fur et à mesure en durée, quoi, au fur et à mesure C'est des ça. shows. C'est ça. Mais écoutez, messieurs, on va passer peut-être au second match de cette soirée. Un match handicap opposant le Big Show et O-Train, qui est actuellement dans le Tensai et la WWE. Ils ont été opposés à l'Undertaker. Undertaker qui effectuait, je crois, le chiffre de combien 0 11. 11-0. Donc il a fait le tomber sur Hutchwain après un tombstone. Bon, on s'y attendait tous, on sait maintenant que Undertaker. Oui, non, je voulais juste te dire qu'il fallait signaler quand même la performance de Limp Bizkit qui avait fait Oui, j'ai le oublié de show dire. en début. Ouais, ils ont chanté le thème de l'Undertaker Rolling Ouais. en Eh live. oui. À l'époque, c'était le badass, donc. Ouais, c'était The Badass Undertaker. Ouais. Et ils ont été énormes, Limp Bizkit, pendant la Ouais, soirée, hein, parce ils qu'ils ont ont fait le thème de WrestleMania aussi. Et ils ont été gigantesques, vraiment. Eh oui, c'est vrai, vous avez pu l'écouter d'ailleurs tout Ça à l'heure. envoie du lourd. Hein. Ouais, effectivement. Par contre, en parlant du match, donc le Big Show et Hutchwain en équipe face à Undertaker, fallait s'y attendre, c'était pas terrible. Peut-être l'un des pires matchs du Taker à WrestleMania, si on compte pas le match contre Giant Gonzalez Et Marc Henry. et Marc Henry. Ouais, non, Ce surtout, fameux skate pour match. moi, c'est surtout son match. Excuse-moi, Auguste. Hein. Pour moi, c'est surtout son match contre le Big Boss Man à WrestleMania 15, qui est une horreur. Une horreur Ah totale. Ah non, mais Celui contre le sur Big les- Bossman est sur les pire 20 que matchs. celui-ci. Merci, Verpa. Sur les 20 matchs du Taker. Non, mais là, je te trouve sévère Non, sur ce je te match-là. Mais enfin, bon. Ouais, Dub, Gus, moi aussi. Je te trouve assez sévère sur ce match-là parce qu'on pouvait vraiment, mais alors vraiment s'attendre à 1000 fois pire, quoi. 1000 fois pire. Bah Et, oui, parce qu'il y avait quand même du rythme, beaucoup de Parce qu'il y a transitions. quand même du rythme, c'est 3 big guys. Alors à la base, à l'époque, Oui, il y avait Nathan Jones, voilà, effectivement. c'est ça. À la D'ailleurs, base, il voulait faire c'est pour ça qu'il arrive à la fin, d'ailleurs. C'est ça, parce qu'il voulait faire un tag team match à la base à l'époque, avec Nathan Jones et Taker contre Train et le Big Show. C'était les premiers plans de la WWE, puis ils se sont rendus compte très vite que finalement Nathan Jones, bon, il avait carrément pas le niveau, quoi, le mec, il pouvait pas être là à WrestleMania, c'était pas possible. Ils ont fait une promo sur lui comme quoi c'était le nouveau Big Guy qui arrivait et tout, mais alors non, franchement, ça a été une catastrophe. Donc ils ont décidé finalement de faire Taker en solo contre les deux gars. Mais sincèrement, Gus, franchement, hein, pour un match avec 3 mecs comme ça de ce poids-là, moi je trouve qu'il y a quand même du rythme, c'est pas mal. Et préciser aussi par la même occasion que c'est le dernier WrestleMania de Taker en tant que Badass. badass, exactement. Ouais. Ouais, parce que je crois qu'il a fait surtout WrestleMania 20, je crois. C'est à partir de WrestleMania 20 qu'il est redevenu le Deadman. C'est exactement ça, voilà. C'est là que Bearer est revenu, qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà. Effectivement. Verpa, peut-être. Oui, non, moi j'étais en train de voir que Nathan Jones, c'était un nom qui me disait plus forcément grand-chose, mais en fait, Catcheur australien, ouais. maintenant, oui, je savais juste qu'il était australien et que c'était un gars qui faisait 2 mètres et quelques. Mais sinon, je vois qu'il a une carrière dans le cinéma qui est pas mauvaise. Hein. Un Mad Max, un Conan le Barbare et un Astérix aux Jeux Olympiques, c'est pas forcément mauvais. Donc il a réussi oui. à bien se Il a joué recycler. quand même dans quelques nanars. Hein. Astérix, ah oui, d'accord. Je crois qu'il était dans 3 au début aussi, le film avec Brad Pitt, mais je pense que c'est lui dans C'est une ça. Si, oui, il est dans 3 aussi, oui. Alors, tu veux que je te dise sa filmographie, comme ça on est tranquille. On a gardé que le Il meilleur. a fait contre-attaque, à la recherche. Oui, il a fait Les Condamnés aussi. Les Condamnés avec Steve c'est Austin. pas mal. En 2007. Ouais. Il a joué dans Tekken, mais le film hein, Tekken. Pas Taken, c'est Tekken comme les films de combat, là, vous savez. Oui, voilà, c'est pas le film avec Liam Neeson. C'est Ouais, voilà. Taken, les films de. Ouais. C'est dans Tekken, tout ça. Parce que Tekken. Bah, en gros, quelqu'un qui adore les films d'action, quoi. Tout ce qui est... Ouais, Oui, enfin, je bon, vois vous voyez, on je vois parle de Nathan Jones en tant je que vois mec ça, de film, quoi. Voilà, c'est ça. Quand tu vois sa caruge, il va pas jouer des rôles de bisounours. Hein. Il y a que Vin Diesel qui peut jouer des rôles de bisounours. Mais sinon, moi, bon, bah, le match, non, mais je suis pas d'accord avec Fagus, donc, comme je disais, bah, parce qu'il y a quand même pas mal de rythme tour à tour, là.
Il y a Albert et j'ai un peu de mal à dire Outplane, donc je dis plutôt Albert. Moi, et Big Show qui tourne pas mal, donc c'est même pas souvent une situation de handicap match en réalité. Donc c'est pour ça que ça donne un bon rythme. Et voilà. Après, c'est mon avis. Bon, c'est tant mieux si toi t'as moins aimé, mais Moi, voilà. j'ai moins aimé. Des avis plus différents, mais voilà. J'ai pas trop aimé. Bon, bah, après, bon, c'est mes goûts. Hein. Déjà, Tensai et Big Show de l'époque, bon, c'était pas trop mon kiff, quoi, de les voir dans un ring. Enfin, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, le match, et bon, c'était pas terrible, quoi. Je l'ai revu la semaine dernière, pour tout vous dire. Donc, moi, je me suis un petit peu ennuyé en le regardant, quoi. Est-ce que vous voulez passer à la suite, messieurs? Bah ouais, pour ma part, rien de plus à ajouter. Voilà. Mais Pareil, écoutez, on va ouais. passer à la suite pour un match qui a duré 7 minutes et 17 secondes. C'était un triple threat match pour le Women's Championship où la championne Victoria, donc qui est devenue Tara aujourd'hui à la TNA, Jazz ont été battus par Trish Stratus, je crois qu'il devenait pour la première fois championne des féminines, non? Non, Non? quatrième. Ah, autant pour... Oups, déjà, oui, excuse-moi. Excuse-moi. Ah oui, déjà 4 fois. Ouais, bon match. Bon match pour les Divas, j'ai bien aimé, moi. C'était Mais... pas Diva à l'époque, précisons Oui, bien. C'était non, mais bon, je dis Diva parce que je suis habitué, mais effectivement. Oui. Parole à Verpa le spécialiste féminin ici. Ouais, non, ça reste un match très correct. Bon, par contre, j'entends déjà qu'il y en a certains qui vont sûrement dire que c'est un très grand match caractéristique de la grande époque du catch féminin à la WWF. Bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein. Il n'y avait pas grand-chose d'autre et celui-ci, c'est un match potable, bon. Donc, en même temps, on s'en sort pas mal avec un petit triple threat qui est sympa, avec notamment l'accompagnement de Stevie Richards envers Victoria. C'est un bon petit match. Après, c'est pas le plus grand match de tous les temps, hein, qu'il y a Oui, jamais eu. ça ensemble. Mais à l'échelle de WrestleMania, autrement dit, il n'y a quasiment jamais de combat féminin à WrestleMania d'envergure, ça reste déjà largement potable. Bah oui, parce que pour ma part, bah, j'estime que c'est limite même le meilleur match féminin à WrestleMania, justement, parce que Bah pour non, montrer plus WrestleMania de 22. choses. Ah, Cassius Mickey James de WrestleMania 22 est très bon. Hein. Ouais, bon, c'est vrai, il y a match, ouais, c'est vrai. Mais celui-là, moi, il m'a bien plu. Après, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu as dit, Verpa. C'est vrai que bah, il n'y a pas photo, c'était un peu le point culminant de l'époque niveau in-ring, parce que le reste du temps, c'est vrai que bon, c'était beaucoup plus pour montrer les corps sensuels, voilà, on y viendra un peu plus tard, mais Bio Fight! bah, ça montrait pas, disons, bah, le catch féminin en valeur. Donc là, bah, pour une fois, ça faisait plaisir, quoi. Moi, j'ai trouvé il y avait un bon rythme, de belles choses, donc bah, et puis un peu de technique aussi de temps en temps, bah, ça fait pas de mal et c'est assez Moi, rare. Donc, moi bah, il y je... a un bon enchaînement, bonne participation et tout, bonne histoire. Donc, bah, d'ailleurs, j'en parle dans Vox Catch, Oui, c'est hein, ce que j'allais dire. Ouais. Tu as fait un Vox classique sur ce combat-là. ouais, qui me semblait le plus représentatif de Trish Stratus. On va dire, j'ai hésité à Mickey James, c'est vrai, mais bon, Ouais. je suis allé celui-là. Ouais. Bah, parce qu'à l'occasion, elle égalisait le record aussi du nombre de Le titres. championnat, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, je vais pas vous mentir, j'attendais le Pillow Fight hein, quand j'ai vu les trois arriver. Je me suis dit, il va y avoir le Pillow Fight après, donc je préfère me réserver sur le Pillow Fight. Est-ce que vous voulez passer au match suivant, monsieur? Parce que je sais pas si Kevin. Bah, Renaud n'a rien dit, alors je sais Ah, pas. Renaud, Non, excusez-moi. mais je rejoins totalement ton avis, Bruce Steve aussi. Je pense que c'est un des meilleurs matchs de Diva de WrestleMania. Il y avait eu un triple threat à WrestleMania 18 aussi où il y avait Trish dedans, avec Lita notamment aussi qui était dedans, et Jazz, je crois, de souvenir, je suis pas sûr, pour WrestleMania 18. Mais Oui, bon, oui, voilà, elle avait perdu chez elle à Toronto, effectivement. c'est ça. Donc, mais oui, préférence pour celui du 19, c'est un bon combat, mais bon, fallait s'y attendre. Hein. Trish, Jazz et Victoria, tu les mets ensemble dans un ring, tu leur laisses un peu de temps, au final, ça donne un bon match. C'est le cas, donc voilà, moi D'ailleurs, pour l'instant, elles ont été en feud beaucoup là cette année-là, il me semble. ah, mais Trish et Victoria, elles sont tirées la bourre pendant un moment. Hein. Même en 2002, elles ont fait un combat au Survivor Series en hardcore. Le combat, faut juste le voir. Hein. Il est Oui, bah, assez entre énorme. les trois, ça durait longtemps ouais, à cette époque-là, donc il y a une bonne alchimie, quoi. Voilà, il y a une bonne alchimie. Franchement, c'est un très très bon combat. Quand on voit les combats, des fois, maintenant encore, Kenozo offre les divas. Désolé, Verpa. Hein. Désolé, mais alors Non, là. mais il le sait. Hein. Bah, Ah c'est ouais. pour ça que je suis aussi enthousiaste aussi. Quand je vois ce match-là, moi, ça me rafraîchit par rapport à ce que je Trish, vois. Jazz et Victoria, elles ont envoyé là. Ouais, c'était un grand combat, effectivement. Est-ce que vous voulez donc passer, donc, je disais, au match suivant, messieurs? Pour moi, c'est bon. Allez, c'est parti. C'était un autre triple threat match et non pas triple threat comme j'ai dit tout à l'heure. Ça a duré 8 minutes et 46 secondes. Et c'était pour
pour les WWE Tag Team Championship, où la Team Angle de Charlie Haas et Shelton Benjamin, récemment séparés de la Ring of Honor, il me semble, ont battu Los Guerreros d'Eddie Guerrero et Chris Benoit, et Chavo Guerrero, pardon, et Chris Benoit et Rhino également dans ce combat. Très bon combat, super. Bon, moi je l'ai regardé en accéléré, mais même en accéléré, c'est vraiment très bon, quoi. Un petit peu court. C'est dommage parce que vu les équipes qui étaient exploitées, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils nous ont montré dans ce combat-là. Je vais donner peut-être la parole à Brusti, tiens. Bah oui, exactement. On y revient un petit peu de ce qu'on parlait durant l'opener. Là, de la durée, il y a beaucoup de rythme. C'est vrai que je suis davantage frustré d'ailleurs par la durée, alors qu'il dure un peu plus longtemps que l'opener. Parce que bon, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, mince, déjà quoi. À l'époque, déjà, je me disais ça. Et puis en revoyant, c'est toujours pareil, c'est le même effet. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a une alchimie énorme à l'époque, mais c'était quand même des grosses équipes. Donc évidemment, il y avait que du rythme, des catcheurs exceptionnels. Donc à partir de là, oui, c'était le meilleur du catch par équipe à l'époque. Il n'y a pas photo, quoi. Après, c'est vrai que Chris Benoit à l'époque aussi, il tournait beaucoup, les partenaires là, parce que ça n'a jamais été fixe avec lui, les partenaires par équipe. Ouais. Ça... Rhino qui fait 2 spires au bout d'un moment, c'était juste incroyable, quoi. Les spires de Rhino, ils sont pas mauvais. Celui de fer aussi, par exemple. Ouais. Oui, c'est à la fin les 2 spires de Rhino, justement. Oui. Voilà, oui. Effectivement. Ouais. Ça enchaîne tout de suite. Lui, de toute façon, ça fait toujours le ménage. Donc, Renaud. Je rejoins aussi encore une fois mon ami Brousti parce que je trouve aussi que c'est un très bon match un peu court. C'est mon ami. Quand ensemble les deux. Je te remercie. Non, mais c'est toujours bien d'entendre ça. Ouais, Chris Benoit, lui, il a été champion par équipe avec Angle à la fin de l'année 2002. Là, il se retrouve début 2003 avec Rhino en équipe. Il tournait un peu avec beaucoup de monde à cette époque-là, c'est vrai. Le match en lui-même, c'est un très bon match. C'est 3 grandes équipes. Enfin, surtout la Team Angle et Los Guerreros, parce que Rhino et Benoit, c'était plus une association. Ça n'a pas duré non plus si longtemps que ça. Mais ouais, bon combat par équipe, un peu court. Mais encore une fois, il y a du rythme, ça va vite. Les prises, elles s'enchaînent. Et voilà, le WrestleMania, il est très propre depuis le début. 4 combats que j'ai kiffé perso. Donc, c'est très bien comme ça. Verpa, peut-être. En fait, je suis en train de me dire que je me rappelle plus du match. Donc, c'est pour ça. Donc, oublie-moi 5 minutes. D'accord. Alors, on va revenir en arrière. Kevin. Oublie-moi 5 minutes. Oublie-moi 5 minutes aussi. D'accord. Peut-être le prochain match. Le prochain match, je pense que je pourrais t'en parler. Oui, il va nous rappeler des petits souvenirs tous les deux. Oh oui. Mon Dieu. Là, l'autre, là, mon Dieu. Est-ce que vous avez tout dit, messieurs, sur le match le match opposant pour les WWE Tag Team Championship, peut-être encore quelque chose à dire? Pour moi, c'est bon. C'est bon? Mais écoutez, on va parler du premier main event de cette soirée. Un grand combat que j'ai eu la chance et l'honneur de commenter avec monsieur Kevin ici présent. Ça a duré 22 minutes et 33 secondes. 22 minutes de calvaire avec toi, je m'en souviens. C'était le match le plus long de cette soirée, messieurs. Et Shawn Michaels a battu Chris Jericho au terme d'un match splendide, au terme d'un match où quand même on est resté sur notre fin à l'époque où on avait commenté le combat. Je sais pas si tu te souviens, on avait eu du mal à gérer la fin vu que ça s'était terminé par roll-up. On s'y attendait pas. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu fini en queue de poisson. C'était pas génial. Mais bon, après. C'est pas la qualité du match qui est géniale. Non, voilà, le match est quand même assez exceptionnel, il faut bien le reconnaître. Ça a été. Et puis l'après-match aussi est sympa. On croit que Jericho va faire un geste de sympathie, puis en fait pas du tout, quoi. Donc c'était assez bien joué. Dans les boules. Ouais, voilà. Et non, franchement, du début à la fin, c'était un beau match. C'était génial ce combat. Peut-être Verpa. Le Shawn Michaels Jericho? Ouais. Moi, c'est un match que d'un côté j'aime bien parce que la qualité est au rendez-vous, mais le problème c'est que je peux pas voir Shawn Michaels depuis le début. Donc le problème c'est que même s'il donne une prestation qui est tout à fait honorable, j'ai du mal à l'apprécier complètement, surtout avec cette fin de match légèrement tendancieuse qui me laisse un petit goût amer dans la bouche. C'est peut-être l'un des seuls gars que j'entends qui dit j'aime pas Shawn Michaels quand même, moi. Non, mais moi j'aime pas Shawn Michaels et Ric Flair. Après le reste, j'aime à peu près tout le monde, mais alors ces deux-là.
Je sais pas ce que j'ai contre eux, mais je peux pas. Alors là, bon, Ric Flair peut-être à la rigueur parce que niveau catch c'est un peu inférieur, mais alors Shawn Michaels qui est quand même l'innovateur, là je comprends pas trop. Tu me mets Big Show, Mark Henry, Hulk Hogan, je les préfère à Shawn Michaels. Alors, tu vas partir Ah 6 oui. minutes. C'est spécial là. Oui. C'est motif pour être viré. Ah, des goûts de merde. Bye bye. Renaud. Bon, c'est un combat énorme, c'est un classique maintenant. Aujourd'hui, moi, je revois ce combat-là, je suis encore comme un fou devant, quoi. C'est ce qu'ils ont fait de mieux, hein. Pourtant, ils sont affrontés plusieurs fois. Jericho, Michaels, ils ont une énorme feud Le ladder en 2008. Le ladder match de 2008 est particulièrement très très bon aussi. Le ladder match de 2008 à No Mercy 2008, ouais, il est super, c'est un combat génial. Mais dans ce match, il y a tout à WrestleMania, il y a toute une psychologie, il y a tout ce qu'on aime dans le catch, quoi. Ça raconte une histoire, les mecs, ils sont. En fait, Jericho, c'est quoi l'histoire? C'est que Jericho il va être le nouveau Michael, c'est que Ouais, c'est ça. voilà, c'est Michaels, ça. Jericho est surkiffé. Voilà, c'est ça. Il idolâtrait Shawn Michaels étant gosse. Et ce qu'il veut faire, c'est être le nouveau Shawn Michaels, quoi. Être calife à la place du calife, quoi. Et voilà, c'est ça. Et il le montre pendant ce soir-là, il montre clairement qu'il est au niveau de Shawn Michaels, il fait même un switch in music à un moment donné. Ouais. Et c'est aussi pour ça, hein, les gars, que le match il se termine sur un petit paquet, c'est parce que les mecs ils ont fait tout leur finish, quoi. Au bout d'un moment, ça se termine plus, ça peut se terminer que sur ça. C'est un énorme combat. C'est quand on a commenté avec Jimmy, c'est qu'on s'y attendait pas. C'est qu'on s'est un petit peu laissé fait prendre au jeu en fait. On était déçus que ça se termine comme ça, mais forcément après, bon, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Je pense que c'est le but recherché aussi. C'est vraiment tout le monde a été surpris, même même au Safeco Field. Là, ils sont tous levés d'un coup sur un petit paquet comme ça. Bon, c'est fini. Mais quel combat énorme. C'est génial, génial. Boosty. Ben ouais, non, mais c'est sûr que moi, ça me dérange pas la fin parce que c'est inhérent à ce genre de match. On a vu que ils ont tout tenté avant avec tous leurs finishers, c'est pas passé, donc forcément, il devait y avoir un moyen un peu vicelard et puis qu'il soit toujours dans la psychologie du match, j'aurais envie de dire, et même de l'après-match, parce qu'à l'arrivée, le fait que Jericho ait été battu comme ça a davantage un petit peu légitimé sa frustration ensuite quand il met le low blow à HBK après le match. Donc, du coup, oui. Non, vas-y. Mais voilà, c'est sûr que le match, écoute, je vais dire un peu, comme Renaud a dit, en 2008, moi j'étais ravi de revoir ça parce que de les revoir les deux en feud parce que forcément ils donnent une alchimie extraordinaire. C'est à ce niveau-là, les deux plus grands puristes, on va dire, complets de leur époque, on va dire ça comme ça. Donc à partir de là, pour moi, j'apprécie celui-là, c'est un grand classique énorme. Tout le monde le connaît, j'ai envie de dire. Mais non, parce que justement, je trouve que ce match il a été facile, il a été vite oublié par les fans. Il y a beaucoup de fans qui ne se souviennent pas de ce combat, et je trouve ça dommage. Alors peut-être parce qu'il se trouve en milieu de carte et qu'il n'y a pas de titre en jeu, c'est possible aussi, parce que c'est vrai que les main events, des fois, bon, ça a une aura encore plus big, parce que c'est le main event qui a un titre en jeu. Peut-être que là, d'ailleurs pour moi, hein, vite fait, Gus, pour moi, à partir de ce match-là, c'est clairement que des main events. Hein. Oui, c'est potentiellement, hein, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Même le pillow fight, c'est un mini fight. Non. Mais bon. Non, mais ça c'était quand même pour moi le show stealer. Pour moi, c'était le meilleur match du show. Je veux dire honnêtement. Pourtant, c'est un show de très belle facture. Oui, c'est un très bon show. On dira au bilan à l'arrivée, mais c'est un super show. Pour moi, c'est le meilleur match du show. Voilà. Non, c'est génial. Psychologie, action in ring. Je pense qu'on va devoir se taper WrestleMania 29 avec Fandango, Jericho après. Oh mon dieu, c'est triste. C'est triste. Moi, je voulais parler vite fait du début pendant l'entrée de Shawn Michaels, parce qu'il avait ces machines à confetti là. Tu fais bien d'en parler ou ça bug la machine à parfois. Ça bug 3 fois. Mais Michael joue bien le truc, c'est ça qui est cool. Il y en a 3 qui n'ont pas fonctionné. Il y en a 3 qui n'ont pas fonctionné, mais bon, Michael, il a pris avec la rigolade. Il joue bien le jeu quand même. Pour le coup. C'est ça, c'est qu'il joue bien le jeu, c'est un showman. Non, mais c'est génial. Il est génial, Michaels. Il est génial. Dans sa gimmick, il me manque quand même, parce que bon, c'était Michaels quoi. Ouais. Écoutez, monsieur, est-ce que vous voulez passer à mon instant classique? Pas spécialement, mais bon, on est obligé, je pense. Bon, on va parler de 20 minutes. C'est Gus qui va faire l'analyse complète de ce match. On va en parler pendant 20 minutes, voire peut-être pendant 20 ans, messieurs, de ce match-là. Un match que personne n'oubliera. J'ai déjà oublié qui c'est qui participait, mais c'est pas grave. C'était Stacy Keibler et Torrie Wilson contre... Alors attention, parce que c'est des noms inconnus. Kitana Baker et Tanya Ballinger. C'était un pillow fight match où il n'y a pas eu de vainqueur et où la durée n'a pas été donnée. J'aurais bien aimé être à la place de Jonathan Coachman,
Bah non, mais c'est Ah. juste un bordel, quoi. Bah, celui qui a perdu, c'était Coachman, vu qu'il a subi le tombé. C'est vrai, ouais. Ah, mon Dieu. Non, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être à la place de Coachman. Parce qu'en Non, fait, non, je vous mais explique. Non, mais je vous explique le topo. Je vois Stacy Kibler, première coulée de bave. Je vois Tori Wilson, deuxième coulée de bave. Je vois que Tori Wilson commence à enlever ses fringues, troisième coulée de bave. Stacy Kibler qui fait pareil, kiki tout dur. Mais le problème, c'est qu'il y a Jonathan Coachman qui se fait retrouver en slip au bout d'un moment. Et là, c'était la débandade, les gars. Et là, tout mou. changement de pantalon. Kiki tout mou d'un coup. Ah, kiki tout le monde d'un coup, ouais, ça c'est clair. Kevin, tiens, justement. Il a du mal. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, à Everpa. Ouais, moi, je suis étonnamment sérieux à côté de vous, c'est bizarre. Mais tout à l'heure, il y a eu un match féminin. Bah voilà, là, c'était plutôt ce qui était majoritaire à l'époque. Oui. Bah, il y avait beaucoup de cul, quoi, faut le dire clairement. Ah, qu'est-ce que j'aurais kiffé que ce match soit un Brian Prentice match. Parfois, il y avait du C'est un porno, petit même. segment à la con, quoi. Et Tori Wilson et Stacy Oui. Kemper bah, finissaient souvent limite à poil. Ouais, Oui, bah, en même temps, t'as vu comment elles sont gaulées. C'était si clowné d'ailleurs. Et puis c'était pas PGRA à l'époque, donc bon, Non, c'était du un peu tout. plus chaud, quoi. Non, du tout, oui, voilà. C'était hot. C'était hot. Yes. T'imagines maintenant on aurait un Brian Prentice entre Karma et Tamina? Non, merci, non. C'est Non, mais la dénoncer. promo Karma, faut la laisser où elle est. Bah, elle y est plus déjà. Donc. Oui, en plus. Mais Karma, elle si tu nous catch sur écoutes. circuit indépendant. Ouais. Bon, ça va. Hein. Awesome Code, si tu nous écoutes. Ça m'étonnerait. Elle nous écoute tout le temps. Non, Ouais. il y avait Kevin là qui devait analyser, non Oui, aussi. Kevin, tu peux y aller. Tu peux me parler de ce pillow fight. Écoute, je ne me souviens mais alors absolument pas du match. là là. Ah si, attends. Je me souviens d'un lit posé sur la scène. C'est ça. Et après, je sais pas, c'était un gros bordel, je zappais. Moi, j'ai vu sur la poitrine de Tori Wilson. Ah. Ah, On peut passer à la suite, messieurs. oui, on peut. Allez, c'est parti. On va parler donc du premier match pour le World Heavyweight Championship. Ça a duré 18 minutes et 47 secondes. C'était un match opposant Triple H, qui était accompagné de Ric Flair, qui était lui champion du monde poids lourd, et Booker T, qui a donc perdu ce combat au bout de 18 minutes et 47 secondes. Victoire logique de Triple H à l'époque, messieurs. Renaud, tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte, s'il te plaît? Ouais, ben, c'est Booker T qui avait gagné une bataille royale à Raw pour se qualifier et pour avoir ce match contre Triple H. Booker T, c'est sûr qu'il n'était pas favori. En plus, Triple H, à cette époque-là, lui, Il était il surdominait Raw. Hein, il était overcheaté à l'époque. Ouais, mais alors il y avait une rumeur à l'époque, je tiens à en parler quand même, ça s'est pas confirmé derrière, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vais en parler. Il y a une rumeur comme quoi c'est Booker T qui devait gagner ce match, et ça avait été déposé d'ailleurs, c'était sûr pratiquement. Voilà, Booker T gagnait ce match, et le jour même ou la veille, Triple H a décidé de changer la décision, parce que Triple H fait clairement ce qu'il veut depuis des années maintenant, et a dit non, c'est moi qui vais conserver la ceinture. Alors, je dis pas que c'est vrai. Je confirme pas pour les fans de Triple H qui nous écoutent. D'ailleurs, j'aime bien Triple H aussi perso, mais si vous regardez bien ce match, il faut bien regarder ce match. Il y a Booker T qui insulte un peu Triple H avant le combat quand ils se regardent, qui se font un face à face. Il lui dit quelques noms d'oiseaux vite fait. Et pendant le combat, moi, j'ai jamais vu. J'en ai vu des matchs de Booker T, j'en ai vu plein, parce que je le suis depuis la WCW. J'ai jamais vu Booker T taper aussi fort son adversaire dans un combat. Le match, il est super stiff. Il règne une atmosphère assez bizarre pendant le combat, si on regarde bien. En plus, il passe derrière. Oui. Ouais, voilà, tu Ce confirmes. que j'allais dire, j'ai jamais vu une énergie pareille délivrée par Booker T. C'est ça, et regardez bien, sincèrement. Alors, je sais pas si c'est vrai cette rumeur, mais au vu des images, ça me semble pas faux en tout cas. C'est très très stiff, et la fin est très bizarre comme c'est booké. D'un seul coup, Booker T qui a son genou, il a mal au genou. Bon, c'est vrai que Flair, il avait poussé dans les escaliers à un moment donné, mais ça s'arrête d'un coup et puis il se prend le pédigré. Mais si on va dire, il y a Paul Verpa qui doit s'en aller, donc on lui dit au revoir et Salut Verpa. ciao, salut Verpa. Allez, c'est parti, tu peux continuer, Renaud. Ouais, non, bah voilà, Gus, c'était pour te dire qu'il y avait cette rumeur à l'époque et que si tu regardes bien le match, tu sens bien que Booker T, quand même, il est chaud bouillant. Voilà. Ben Et oui, bon combat au final. Ils sont réaffrontés en 2008, hein, Triple H et Booker T au En SummerSlam. 2008? En 2007, excuse-moi, au SummerSlam 2007. Oui. Ouais, c'est. Oui, tu t'es trompé. Non, c'est SummerSlam 2007. Ils sont affrontés comme Booker T était King Booker, mais c'était beaucoup moins important comme match. Il est resté combien de temps, King Booker, Booker T? Ah ben, il est resté King Booker, il est resté 2 ans, je pense, puisqu'il était. Oh là là. Déjà, Ouais. en 2006, j'en pouvais plus, moi. Au tout début. Hein. Elle m'énervait, Charmel. Oh, con. Bah, il a été King of the Ring à Judgment Day 2006, donc en mai. Et puis oui, ça continue jusqu'en 2008. Ouais. Oh là là. Des King Booker.
là, ta gueule. Ah, elle m'a cassé les couilles. Enfin bref, Boosty. Bah oui, je rejoins Renault. Bah, et puis à un moment, là, Booker T fait un saut qui a surpris vraiment tout le monde, mais de A à Z. Je crois même Triple H est sur le coup parce que. Ah, c'est le Harlem Hangover que de la troisième corde, le saut Ah oui, périlleux. complètement. Ah Oui, il bah le là, pratiquait à la ça a beaucoup WCW. Ouais, oui, bah justement, ça, je pense sur le coup, ça a beaucoup surpris parce que les deux, il y a eu un arrêt d'un coup. Même les Oui, il a explosé commentateurs, le ils ont été crâne. hyper surpris, quoi, tout. Ah ouais, c'est clair. Bah, c'était une illustration, comme tu dis, ouais, que ça allait vraiment beaucoup au-delà. Booker T fait vraiment un gros match, moi je trouvais. Triple H peut-être légèrement en dessous, mais Booker T rend le match vraiment excellent, intéressant, et puis haletant jusqu'au bout. Et puis, Tout à ouais, fait. non, mais c'est vrai. Et puis à l'arrivée, il y a une fibre physique, bah, ça va jusqu'à là. Ça finit, pardon, jusqu'à l'anéantissement total. Et à l'arrivée, c'est le KO qui remporte le match, quoi, carrément. Hein. C'est par KO, quoi, qui gagnait le Triple H, quoi. C'est ce match. Donc, Peut-être Kevin. Toujours un peu trop tard, je sais pas pourquoi. Oui. Toujours mais bon. Non, c'était un beau match. J'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que l'intensité avait quand même été assez costaud. Et ouais, non, j'en garde un bon souvenir. C'est peut-être pas le plus grand match de la soirée, mais c'est vrai qu'on en garde un bon petit souvenir quand même de ce match-là. Aïe. Et moi, je me souviens surtout du slip violet de Triple H qui m'avait surpris ce soir-là. Voilà. D'ailleurs, Ça Kevin, va tout. si tu es d'accord, on va peut-être ressortir le truc de WrestleMania 19 que tu avais fait en solo. Tu te Hein rappelles? Tu te Ouais, rappelles, non. Mais si, quand tu faisais ta série de WrestleMania, là où tu Ah disais... oui, autant pour moi, oui. Mais si, quand même. Oui, 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 On va oui. peut-être le ressortir, comme ça on aura toutes tes réactions. Si vous voulez. On ressortira et comme ça vous aurez peut-être les réactions de Kevin et ça sera peut-être un petit peu mieux de ce qu'il est en train de dire parce que Ouais. ça remonte à un petit moment, tout ça, ça remonte peut-être à 2 ans. C'est loin. Moi, je me souviens pendant la guerre. Je connais Dave depuis 40 ans. Ah non, oh, le bouin dégage. T'es pas le papy du coffre à catch quand même, Kevin, rassure-moi. Comment? T'es pas le papy du coffre à catch. Eh bien, je suis en tout cas son neveu par Ah, alliance. d'accord, ok, ça marche. Bon, allez, je vous laisse. J'ai compris. Je sors. Pardon. Messieurs, est-ce que vous voulez passer à la suite? bah oui, non, moi j'avais juste un petit truc à rajouter, à moins que j'ai rêvé, mais à l'époque, le public attendait beaucoup le Spinneroni, il me semble qu'il n'est jamais arrivé. Je sais J'ai déliré, mais il n'est jamais arrivé, non. J'ai un doute. Pas ce soir-là, non. Voilà, ce qui ajoute, à mon avis, une dimension très personnelle, quoi, que Booker T, il est Non, mais Booker vraiment T pas était pas là envie pour rire. de rigoler, quoi, voilà. Non, 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 il était pas là pour rire, et si cette rumeur est vraie, je le comprends à 200%. Hein. Bah oui, surtout qu'il était récent quand même arrivé de la WCW, évidemment, où il était le boss à l'époque, donc voilà, quoi. Enfin, le boss, il était champion, quoi, donc... Ouais, mais ouais, Enfin, oui, non, mais sur la fin, il était clairement dans les gros main eventers, oui, t'as raison. Bah Hein. oui, et puis d'un coup, évidemment, le statut a baissé, donc frustration rajoutée, quoi. Mais bon. En effet. La Triple H en prend plein la tête, voilà. En effet. Est-ce que vous voulez passer à la suite? Oui. Je pensais que oui. Ah, mais je laisse un peu répondre moi aussi. Allez, c'est parti. C'était le match suivant, le 8e de la soirée. C'était un Street Fight match opposant Vince McMahon à Hulk Hogan. Ça a duré 20 minutes et 48 secondes. Et c'est le Hulkamaniacs qui a remporté le combat. Hulk Hogan a donc battu Vince McMahon après un leg drop et un match où Roddy Piper est intervenu en faveur de Mr. McMahon. Oui, avec le steel pipe, oui. Oui, qu'il a frappé Hogan avec le steel pipe. Oui, vas-y, tu peux y aller. Disons que le résultat était un peu attendu parce que mine de rien, McMahon, je sais même pas s'il a remporté un match à Il WrestleMania. n'a jamais gagné de match. Voilà, il a tout perdu. Et pourtant, il a toujours beaucoup donné dans ce match. Qu'est-ce qu'il donne? Alors, parce que je t'explique un petit peu le truc. À l'époque, j'avais WWE SmackDown versus Raw 2010 ou 2011, c'était un des deux. Et il y avait plein d'anecdotes comme ça. Et c'était aussi, saviez-vous, Vince McMahon a fait de WrestleMania une institution, mais il n'a remporté aucun combat. Bah oui, parce qu'il a perdu contre son fils, il a perdu contre Donald Trump, il a perdu contre Bret Hart, Et donc contre Hulk Hogan. Donc. Mais ouais, puis ce match-là, il a quand même une histoire, mais plus que réelle, parce que là, ils se sont pas beaucoup foulés, je dirais, entre guillemets. L'histoire était toute donnée, quoi, d'entrée, évidemment, par rapport au fait que Vince McMahon en voulait beaucoup à Hulk Hogan pour être à l'époque parti, faire avant, dans les années 90 à la WCW, évidemment, la trahison, quoi. Ça, il a très mal vécu, Vince McMahon. Donc,
Bah, le moteur, il était évident à trouver dans ce match-là. Donc, à partir de là, d'ailleurs, un peu de temps après, il y a eu toute l'histoire d'Hogan viré, mais qui réapparaissait masqué. Mais voilà, c'était un peu les derniers temps d'Hogan à WWE, évidemment. Ouais. Mais vraiment, Vince McMahon a fait le maximum dans ce match-là. Il est assez énorme quand même, ce qu'il fait. Donc, Non, ce ça qu'il me... délivre et tout. Enfin, voilà. Après, Hogan, c'est le vintage Hogan qui était déjà évidemment cramé. Mais voilà, après, ça passe café crème, quoi, je dirais, le rythme du match. Alors, attends, je vais dire quel âge il avait, le Kogan, à l'époque. Vas-y, Kevin, peut-être. Et hop là. Ouais, non, je pense que Bruce Steele a bien rappelé. Il y avait quand même eu toute la feud autour de ce qui s'était passé. On se souvient notamment pendant la promo, on voit Hogan avec une mineure autour du cou qui sort du tribunal. Ça avait été assez bien mené. Puis le match en lui-même, si mes souvenirs sont bons, est quand même assez ensanglanté, non, il me semble. Oui, les deux hommes ouais. finissent ensemble, de toute façon. Donc, Ouais. très vite, et d'ailleurs, très vite. Hein. Mm. Très vite, C'est c'est vrai que- Vince, je crois, le premier. Non, c'est le premier qui saigne, non, Vince ou C'est Vince le premier qui saigne. C'est Vince, c'est ça. Après, c'est Hogan, évidemment. C'est ça, ouais, ça aurait pu être 1000 fois pire là encore, hein, parce que bon, Hogan Vince, heureusement qu'il y a la stipulation, heureusement qu'il y a cette stipulation qui donne Ouais, le Street Fight, ouais, ça, le heureusement. street fight, oui, heureusement, voilà, avec le sang, Ça et à un donnait de moment donné, l'intensité. l'intensité, le regard de Vince à un moment donné quand il va chercher une arme sous le ring et qu'il relève les yeux, qui juste au niveau du tablier du ring, t'as son regard, ouais, c'est un truc de Il est fou, dingue, oui. c'est magique, c'est le démon le mec. Mais c'est un super match et c'est vrai que vous parlez surtout de l'histoire. Bah, elle est super cette histoire, elle est réelle en plus. Et elle est super bien montée. On parle souvent des clips aussi avant les combats, les clips, parce que la WWE elle est Ouais, très forte pour les clips, sont ça, c'est super les depuis clips. toujours, ça. Depuis toujours, ouais, depuis un Ah oui, gros moment. pour moi Et ce d'ailleurs, c'est un des clip-là, meilleurs clips, waouh, oui, parce que, dis donc, ah il a ouais, une histoire réelle en plus qui ajoute une dimension. ah, ce clip-là, je sais pas s'il est encore disponible sur YouTube ou quoi, hein, pour ceux qui Si tu l'écoutent. veux, je te le couperai. Hein. Ah Je mais le il est couperai, énorme. je le mettrai sur ma page Dailymotion. Ah bah c'est super ça. Ouais, s'il faut, pourquoi pas. S'il faut, pourquoi pas, parce que franchement, ce clip, faut le voir, quoi. Il est super, super clip. À préciser que l'arbitre qui vient à la fin, c'est Sylvain Grenier, qui était après dans la Résistance, le faux arbitre qui vient à la fin du match, qui intervient. Et Et oui, en faveur de Vince McMahon, et puis voilà, qui était payé par McMahon. Et donc il faisait ses débuts comme ça, Sylvain Grenier, en tant que faux arbitre. Et puis je pense aussi, je parlais du regard de Vince, mais je pense aussi au regard de Hogan quand Shane arrive à la fin et que son père est complètement détruit sur le ring, que Hogan le laisse passer entre les cordes, il pousse la corde pour laisser rentrer Shane. Il se regarde, il y a un face-à-face, Hogan ensanglanté qui regarde Shane dans les yeux, l'air de dire: t'as vu ce que j'ai fait de ton père? C'est super, c'est franchement historique, gros combat, sans doute le dernier gros combat d'Hogan. Je suis pas d'accord. C'est vrai que Ben, le Hogan Sting à Banflangori était vraiment bon. Ah non, non, sans parler de Non, mais titre. non, là, mais Renault, non, mais non. Renault, il parlait à WWE. Pour moi Non, mais aussi, je suis d'accord justement, avec non, Renault, mais d'ailleurs. non, je te parle. Moi, c'est le Non, dernier. moi aussi, je te parle pas de ça. Moi aussi. Il y a son match contre Shawn Michaels à SummerSlam 2006 qui est pas non plus dégueulasse, quoi. non, ouais, c'est SummerSlam 2005 que tu veux dire, mais 2005, quoi. moi je trouve que Michael s'y survend complètement. Il s'est foutu de la gueule d'Hogan. De toute façon, il y a une histoire entre deux qui peuvent pas se voir. Le match est pas mauvais, oui, le match est pas mauvais en Ah ouais, lui-même. non, Mais c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Non, c'est pas le plus dégueulasse, mais pour moi, le vrai dernier gros, Ah oui. voilà, ça c'est celui-là. Après, c'est chacun, ça c'est d'histoire de goût aussi, hein, mais pour moi, le vrai dernier gros match d'Hogan, c'est clairement contre Vince McMahon. Ah oui, moi aussi, c'est pour ça que je dis que c'était un peu la fin d'Hogan, quoi. Parce que, 2006, SummerSlam 2006, c'est contre Randy Orton, mais il y a bien Hogan. Il y a Hogan aussi, c'est ce que je me dis. Mais écoutez, messieurs, je propose que nous passions. Gus, t'as pas donné ton avis, non? Me semble. Non, mais j'ai rien d'autre à rajouter en fait. On peut préciser la descente de la cuisse de Vince quand même. Sur Oui. la table, quand Hogan est couché sur la table des commentateurs, que Vince monte sur Ah bah l'échelle, oui, descend depuis de la cuisse. l'échelle, ouais, bah oui, ah oui, Si on dit pas ça, quand même. je voulais y faire référence, mais ouais, ça montre l'engagement qu'il était vraiment à fond. Hein, Ah ouais, bah, il a tout fait pour rendre le truc vivant, quoi. ça a été réussi. Hein. Écoutez, je propose. Alors, je voulais vous dire l'âge du Johnster tout à l'heure. À l'époque, il avait 49 ans. Donc, il était oui cramé. C'est ce qu'on peut dire. Il avait déjà les genoux. Non, mais même à 30 ans, le type était cramé de toute façon. Il s'est cramé assez vite, Hogan. Faut dire que quand il a soulevé André le Géant en WrestleMania 3, il s'est pété le dos en même temps aussi. Il s'est déchiré déjà le dos à cette époque-là. Ouais, c'est particulier historiquement, c'est vrai, il a toujours eu des problèmes à la colonne vertébrale et tout. Donc, colonne vertébrale, les hanches, les genoux, Hogan, il a pris. Hein, ouais. Ah ouais. Écoutez, donc je propose que nous passions au 9e match de cette soirée, messieurs. Ça a duré 17 minutes et 53 secondes. Alors attention, messieurs. The Rock versus Stone Cold Steve Austin, number 3.
Numéro 3, le dernier match de Stone Cold Steve Austin avant sa retraite. Et The Rock a battu Steve Austin au bout de 17 minutes et 53 secondes. C'était donc c'était la deuxième victoire du Rock, hein, ou la première? Ah, Sa pas du tout, première. c'était la La première. Il première, était mené 2-0. C'était justement l'histoire qu'il fallait qu'il batte absolument Austin. À WrestleMania. C'est ça. Ah ouais. Il avait jamais fait. Non, il avait perdu à WrestleMania 15 et WrestleMania 17. Non, mais là aussi, c'est grandiose. Et Oui, c'est ça. Stone Cold Steve Austin, je répète quand même que c'était son dernier match officiel à la WWE, même de sa carrière. Il n'est pas monté sur un ring depuis. Et bon, il avait le cou fracassé, le type. Ouais, puis il a eu un gros souci la veille. Je crois qu'il a eu, je sais plus, il a eu un truc au cœur, peut-être, je sais plus, mais un truc très très grave. Il était parti à l'hôpital la veille de WrestleMania. Je crois pas que c'est la veille, je crois que c'est l'avant-veille, mais il avait une alerte de crise cardiaque, oui. Bon voilà, un truc super important à quelques jours, à quelques heures du combat contre le Rock, quoi. Là, c'est le haut niveau, donc ça rigole pas. Finalement, le match en lui-même, il est très très bon. L'alchimie, de toute façon, elle est plus à faire entre les deux. Là, alors là, à cette époque-là, ils se connaissent vraiment par cœur. C'est pas mon préféré personnellement des trois de leur Non. trilogie. Moi, je préfère le 17. Oui, Je mets celui-là en deuxième et celui du 15 en dernier. Il est légendaire, le WrestleMania 17 aussi. Oui, voilà, le WrestleMania 17, il est clairement légendaire. Là, ils ont atteint un niveau incroyable. Mais sinon, sur ce match-là, ouais, c'était super, encore une fois. Hein. C'est un très bon match. Ça va assez vite. L'alchimie, elle est parfaite. C'est très bien. Le Rock, il est heal en plus. À préciser aussi, parce que le Rock heal, c'est assez rare. Donc, Oui, en ouais, plus, bon match. La famille du Rock au premier rang aussi. En plus, au départ, il fuyait le combat. Hein, c'est rare, ça. Ouais, voilà, vraiment le heal qui fuyait le combat. Eh Ouais, oui. l'attitude de heal du Rock. Ouais. Il Ah, faisait mais les rock concerts. C'est là que les rock concerts sont sortis aussi. Hein? C'est là que les concerts du Rock sont sortis aussi. C'est à cette époque-là qu'il a commencé à faire ses petits concerts à À Raw. la con. Je peux le dire. À la con. Non, mais c'est super, quoi. C'est l'histoire, quoi, entre ces deux types qui est vraiment excellent, quoi. Ils ont donné 3 matchs légendaires à WrestleMania, ces types. Ils sont totalement liés. C'est ça le truc. Ils sont énormes. Ils sont totalement liés. Comme Shawn Michaels est lié à Bret Hart, Steve Austin est lié clairement au Rock. Comme oui, c'est John fou parce Cena que est ce en train de sont. se lier à CM Punk. C'est ça, Gus, exactement. Bah oui, parce que leur carrière à WWE, ils sont arrivés les deux en même temps à apogée, quoi. Et puis, cinéma, pareil. Enfin, voilà, c'est étonnant, oui, la symétrie qu'il y a. Et c'est vrai que je rebondis, bah, ce match-là, il est supérieur aux deux autres de fait de son histoire. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec Renaud et puis Gus aussi, je crois, que celui de WrestleMania 17 est meilleur à niveau action. Oui, ça c'est clair. Celui-là est le meilleur niveau histoire. Voilà. Kevin, sur The Rock, Ouais. Stone Cold 3. Eh ben, pareil que Brostis, non, Vincent. C'est pas mon préféré, je préfère celui d'X7, mais c'était le dernier match, donc forcément c'est historique. Et puis il y a un truc, je sais pas si vous en avez parlé, il me semble pas, que pendant le match, les deux hommes s'échangent les gimmicks, que le Rock enfile la veste en cuir de Stone Cold, lui fait un doigt d'honneur et puis lui fait le stunner juste après, quoi. Donc c'était magnifique. Je me rappelle de ça, non mais c'est génial. C'est un moment génial ça. Mais on peut parler de l'après-match aussi parce que c'est donc la fin de Stone Cold Steve Austin qui prend sa retraite, quoi. Le type a pris sa retraite à la fin de ce combat. Il est raccompagné par les vestiaires. Le lendemain, je crois qu'il est viré par Eric Bischoff pour des raisons médicales. Hein. Mais il est réengagé par Linda Beckman et devient co-général manager d'Euro. Oui, voilà. C'est ça. Il vient le shérif. Non, oui, t'as raison, excuse-moi. Co-général manager d'Euro avec Bischoff. Ouais, exactement. C'est ça. Qui mènera un match au Survivor Series de Team Bischoff, Team Austin. C'est ça. Non, mais c'était. Et puis le Rock, il glisse 2-3 mots à Austin. Je sais pas si vous avez vu quand Austin a pris le dernier Rock Bottom. Je crois qu'il en prend 3 dans le match pour finir le match. Oui, 3 à la fin. Bah oui, voilà, parce que 3 à la fin. Le premier il se relève, le deuxième il se relève, et le troisième, il est capoute, c'est cuit. Et puis Austin est couché sur le ring et t'as le Rock qui lui parle dans l'oreille et avec des yeux, mais il est super sincère. Il lui glisse 2-3 mots. Comme quoi il était fier de l'affronter. Enfin, j'ai pas les phrases exactes, mais le Rock avait dit qu'il avait remercié Austin pour tout ce qu'ils ont fait ensemble. Bah oui, d'ailleurs, c'est une trademark entre guillemets de ce pay-per-view parce que j'attendais même le main event après, mais il y a eu plusieurs matchs comme ça, voilà, à la fin où c'était vraiment du réel, des catcheurs qui s'appréciaient. C'est peut-être dommage que ce match-là n'a pas fait le main event du pay-per-view.
Bah écoute, le gagnant du Rumble est allé en pay-per-view, en main Oui, event. voilà, mais là, pour le coup, il y avait vraiment l'histoire qui méritait Il n'y a pas de titre en jeu. event. Peut-être que s'il y aurait eu un titre en jeu, c'était forcément. Alors que là clairement, hein, là, ça aurait été le main event. The Rock Austin, Ouais, titre non, en mais jeu. là, il y a une histoire, quoi. Ouais, mais Il y a après, toute les une gens, histoire. ils attendaient vraiment la consécration. Bon, bah, on Ouais, va y voilà. venir là, mais Ouais. voilà. Ouais. Non, mais non, bah non, il y a rien à dire, quoi. The Rock, Stone Cold, à chaque fois, ça donnait du bon. Pas qu'à WrestleMania en plus, hein, c'est ça le pire. Et c'est ça, ouais. Ils se sont affrontés plein de fois les deux. Mais à chaque fois, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils nous ont montré des choses qu'on ne pensait même pas voir à l'époque, quoi. Et ben, ils se piquent les prises. Puis voilà, leurs gimmicks sont tellement liés. Non, c'est Ouais. génial. Ouais, génial. C'est génial. Eh bien, écoutez, on va mettre un petit coup de boost. Gus Sébastien, oui, parce que je dis c'est génial. Bref, si, oui, c'est génial. Voilà. T'es content? Voilà. Oh mon dieu. C'est un Gus qui réagit toujours en haute voix sur le chat. Bah oui, toujours, moi, je cache rien aux auditeurs. Allez, c'est parti donc pour le 10e match et le dernier de cette soirée, le main event. Enfin, non, attends, 9ème, hein, parce que le Pillow Fight, dès qu'on en passe, c'était pas non plus estimé comme un match. Hein. Bah si, ça compte dans la carte, je suis désolé. Ouais. Donc 10e match de cette soirée, aussi. La prochaine fois, si tu me coupes encore une fois, tu sortiras 5 minutes. Hein. Et donc je disais, Brock Lesnar a battu Kurt Angle, Brock Lesnar qui avait remporté le Royal Rumble à l'époque, il me semble. C'est ça, ouais. Ouais, bah oui, je suis con parce qu'en plus il était challenger, donc il pouvait avoir que gagné le Rumble. Qu'il a battu Kurt Angle au bout de 21 minutes et 4 secondes après avoir effectué un F5. Et pendant le match, il a botché Monsieur Lesnar. Il a raté un shooting star press. Bah, Oh lui, my God. quand il va sur les cordes, ça lui réussit jamais. Un coup, le ring il s'écroule, un coup, il rate. C'est vrai que le pauvre. Non, mais bon. Déjà, un catcheur comme ça qui fait un shooting star press, je trouve ça un peu con, quoi. Non, mais le pire, c'est qu'à la OVW, il les réussissait parce qu'il est passé par la OVW avant et il les réussissait clairement, hein, les shooting star press là-bas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il a plus utilisé. Puis là, si on regarde l'image, on voit clairement que Angle, il est très loin, très très loin dans le ring et il a un petit temps d'hésitation. Lesnar, juste avant de sauter, hop, il prend appui sur la corde. On sent qu'il a un petit temps d'hésitation. Il fait pas son tour entier, il s'éclate complètement le crâne sur le ring. Il se tape une commotion cérébrale de dingue. Mais cette image, au final, elle est mythique aussi. Donc bon. Ah oui, mais les deux hommes, c'est sûr qu'on sort jamais indemne dans le combat avec Lesnar parce qu'il se donne tellement le gars que Ouais. les deux, bah, ils ont souffert de blessures à l'issue du match. Eh ben, en fait, le truc, c'est que Angle, il vient, il est déjà blessé, lui. Lui, il est déjà blessé à la nuque et Vince, il était. Enfin, Vince McMahon, hein, pas Vincent, notre ami du chat, hein, parce que ça aurait pu être lui le booker de ce show, on sait jamais. Mais Vince, il était pas chaud du tout pour que Kurt Angle il catch, mais finalement, Kurt Angle, il est venu avec des antidouleurs, il s'était chargé, le mec, hein, pour ce soir-là. Et il catch quand même avec sa nuque blessée. Donc c'est une histoire de nuque en fait au final cette histoire parce que le shooting star press il est botché. Kurt Angle lui il a la nuque fracassée pendant tout le match. C'est tellement une histoire de nuque que Stone Cold Steve Austin, eh ben, il a arrêté à cause de sa nuque. Voilà aussi donc le match d'avant aussi. Donc c'est une histoire de nuque. Mais sinon le combat en lui-même il est très bon. Pas d'histoire de Nick. Pardon. Une histoire de nuque. Non de Je nuque, je m'auto-vire. auto-vire ouais. Non mais c'est un bon combat, c'est un très bon match. Moi je l'ai longtemps considéré comme le meilleur combat, comme un des meilleurs main events, un des meilleurs, je dis bien un des meilleurs de WrestleMania. C'est un très bon match. Ils ont eu une grosse feud ensemble en 2003. Ils se sont réaffrontés au SummerSlam 2003. Ils sont affrontés dans un match, alors là, qui est passé assez inaperçu parce qu'il n'est pas en pay-per-view, mais c'est un Iron Man match à SmackDown. C'est un bijou, hein. C'est un chef-d'œuvre. Ah oui, ah ben pour moi, c'est le meilleur match de l'histoire de SmackDown, je le dis clairement. Voilà. Ouais, voilà, même pour moi aussi, hein, c'est clairement le meilleur match de l'histoire de SmackDown. Donc pour tous ceux qui critiquent Brock Lesnar, c'est vrai que Lesnar de maintenant, son utilisation, c'est clairement MMA, UFC. Le mec, il est en mode bourrin. Mais Lesnar, il s'est catché. Hein. Brock Lesnar, il s'est clairement catché. Et à l'époque, il catchait vraiment bien. Et en plus, quand tu le mets contre Kurt Angle, voilà, c'est des bijoux. Bah oui, surtout que le match, il dure 20 minutes. 21 et 4 secondes. Ouais, plus de 20 minutes, ben voilà, il y a quand même beaucoup de rythme, beaucoup de technique, et un respect énorme entre les deux parce qu'il y a eu une énorme accolade à la fin quand même. Et bah non, vraiment, c'est impressionnant quoi. Ça clôture bien le pay-per-view quoi. Le spectacle que font les deux, bah Angle égale à lui-même, technique exceptionnelle, German souplex, comment Lesnar et les vents, c'est exceptionnel quoi. J'adore Kurt Angle. J'adore. C'est peut-être mon catcheur préféré de l'époque.
Ah oui, ben, puis il savait s'attirer une hit incroyable à l'époque. Et donc, ouais. Allez, You Suck évidemment, mais à la fin, ben, ça montre le respect quand même des deux là qui se sont une étreinte absolument phénoménale, alors qu'il y avait quand même une rivalité énorme dans l'histoire, vu que quand même Angle avait beaucoup triché à SmackDown précédemment pour conserver le titre face à Lesnar. Et puis là, il aurait perdu le titre si, s'il était disqualifié ou des contacts extérieurs, s'il y avait eu des contacts extérieurs. Donc le match en plus, il a été hyper clean, il n'y a jamais eu vraiment de filouterie, quoi. C'est ça qui rend le truc assez beau. Finalement, il a été réel avec beaucoup de respect entre les deux mecs. C'est ça qui est absolument remarquable, moi, je trouve. Voilà. C'est un peu le fil conducteur, pardon. Beaucoup de respect entre les lutteurs dans l'ensemble dans ce pay-per-view. C'est assez rare. Jamais vu autant d'étreinte, je crois, dans un seul pay-per-view. Ouais, ta manière de respect. Je vais donner la parole à Monsieur Kevin. Oui, oui à toi. Je te donne la parole. Brock Lesnar. C'est une bonne idée. C'est pas le match qui m'a le plus marqué de la soirée, hein, quand même. C'était pas. Ouais, non. Bon, la fin est sympa, elle tente. Avec Angle qui perd son titre, mais non, ça m'a pas tant marqué que ça. Je vais me taire peut-être parce que ça sert à rien de toute façon que je parle. Mais ouais, non, franchement, Non. Oh, non. t'es dur là. T'accrochais pas trop au style Lesnar ou Ouais, Lesnar et même Angle, j'avais un peu de mal. Je trouvais ça. Je sais pas, peut-être que j'étais dans ma période un peu petit peu trop technique et tout. Un petit peu trop technique et peut-être un petit peu trop fan de Veltige avec Van Born peut-être. Ouais, voilà. Je le regarde au mauvais moment. on a duré en WrestleMania 19, je rêve. Mon Dieu. Messieurs, quelqu'un pour finir ou pas? Non, très bien. Là, je pense qu'on peut passer aux notes, je sais pas. À moins que Renaud veuille ajouter. Non, c'est bon, très bon. Non, c'est bon pour moi, le main event, voilà, exceptionnel super. pour moi. Super. C'est super ce qu'ils ont fait. On n'aura pas d'autres sujets juste après, donc on va faire les notes et je pense qu'on va pouvoir clôturer le débat, non? Oui. À moins qu'il y ait une news hyper importante qui soit sortie récemment. Non. Mais non, donc c'est bon. Voilà, écoutez, messieurs, on va pouvoir passer aux notes. Alors, la note de la VE, on va prendre la note de monsieur Kevin. Sur 10? Bah oui, toujours. Attends, on n'a pas changé ça. Voyons. Eh bien, je mettrai finalement un petit 7. Oh, t'es sévère. Ouais, c'était pas. Ouais. Renaud. Moi, je mets 9,5. Je mets 9,5 parce que à partir de Y2J, HBK jusqu'à la fin, c'est clairement tous des main events, un potentiel énorme. Et puis en plus, on n'est pas déçu au final. On aurait pu être déçu, mais tous les matchs sont très bons, chacun dans leur style. Il y a de tout. Et les matchs avant HBK, Jericho, ils sont aussi pas mauvais. Rey Mysterio, Matardi, un peu court, mais très bon. Taker contre Hatchway et Big Show, on pouvait s'attendre à 1000 fois pire. J'ai bien aimé. Le match des Divas, il est super. Un gros 9,5. Et pour moi, c'est clairement le meilleur WrestleMania de l'histoire. Au 17. Le 17, par là. Je dirais que le 17 est plus mythique pour moi. Le 17 est plus mythique pour les gens. C'est la fin de l'Attitude Era. C'est clairement un très gros WrestleMania. Je le place en deuxième dans mon classement totalement personnel, bien sûr. Mais pour moi, le premier dans la constance de la carte et la constance des matchs, c'est clairement WrestleMania 19. Pour moi, voilà. Brousti. Moi, je vais mettre 9 parce que je pars du postulat que WrestleMania 17 c'est 10, parce que donc j'ai préféré WrestleMania 17. Mais celui-là, pour moi, dans la hiérarchie des WrestleMania, c'est le plus dense in ring parce qu'il y a aucun moment où on peut dire on raccourcit ceci pour mettre un peu plus de temps vers cela. Donc à partir de là, c'est le meilleur in ring, mais pas le plus niveau histoire, je dirais, ou symbole, voilà. Parce qu'il n'a pas de réel symbole, c'est peut-être ça qui me fait pas monter à 10. Contrairement à WrestleMania 17, et le fait qu'il n'y ait pas Edge et Christian aussi. Plusieurs symboles, la retraite de Sid, c'est pas un symbole pour toi? Non, mais je veux dire, disons que, justement, tu disais tout à l'heure, le fait que, c'est paradoxal, mais justement, le fait que ça soit pas un main event, ça l'a pas mis suffisamment en valeur, je trouve. C'est ça qui est un peu décevant. Il y a eu un hommage, mais comme c'était pas un main event, moi ça m'a laissé un goût assez curieux, quoi.
Je pense qu'Austin n'a pas voulu qu'on fasse trop de chichi autour de ça aussi, connaissant le caractère d'Austin comme il est. Le mec, lui, ne veut pas Ouais, qu'il y c'est ait fort de possible, chichi. mais c'est Ouais, peut-être ça. ouais. Et voilà, mais s'ils avaient inversé, s'ils avaient mis The Rock, Stone Cold Steve Austin, là j'aurais monté à 10, je vais être honnête. Voilà. C'est curieux, mais voilà, c'est comme ça. Non, disons que surtout le 19 a une meilleure qualité in-ring que le 17, comme tu disais, Brosty. Mais le 17, c'est du show. En fait, chacun peut être noté sur 10, mais dans deux catégories différentes, on va dire. Oui, non, parce que dans WrestleMania 17, non, mais WrestleMania, en fait, le truc, c'est vraiment la fête du catch en général. C'est pour ça que j'estime que le 17 est un peu au-dessus. Oui, c'est vraiment la fête de la fête, quoi. Alors que le 19 est meilleur en termes de qualité in-ring, mais toute la carte n'est peut-être pas égale à elle-même, alors que le 17, on peut se le revoir 40 fois, du début à la fin, tout passe. Le 19, Mais le franchement, 19, j'ai le pas 19 souci. il est pour les puristes, je dirais. Voilà. Il est pour les puristes. Mais j'en fais partie. Ouais, C'est voilà. ça qui est Franchement, il y a Du paradoxal. bien avis. le 19, et je trouve que c'est pareil. Il y a tout le monde qui parle de X7, de 20. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de WrestleMania 22. Il y a beaucoup de gens qui parlent de tous les fans de catch que je connais. Il n'y en a aucun qui va me citer, par exemple, le WrestleMania 19. Bah, écoute, pour moi, c'est une tragédie d'entendre ça, Ben, je clairement. t'ai dit, mais pour moi, c'est le Clairement. pay-per-view de C'est Smart. pour ça, Alors, c'est pour ça parfait. que, Je suis désolé. c'est pour ça que j'ai choisi ce pay-per-view. C'est pour ça que j'ai choisi ce WrestleMania pour faire le Vintage. Ben, déjà, c'était il y Parce a 10 qu'il ans, n'est mais pas en plus, ça assez tombait connu. bien. Ce qui Mais n'est pas- t'as bien fait de le choisir. Attendez, moi je préfère voir Trish, Jazz et Victoria que voir le match de WrestleMania 17 entre Shayna et Ivory. Ah oui. Je prends un exemple. Après les autres, mais WrestleMania 17, je le kiffe vraiment, hein. C'est un super show, c'est un grand WrestleMania. Je pense que c'est le premier grand d'ailleurs WrestleMania. Enfin, il y avait le 3, mais le 3 c'est une autre époque pour nous. Dans les périodes récentes, je parle. C'est un grand WrestleMania le 17. Mais le 19, qualité in-ring et tout, la constance de la carte, c'est exceptionnel. Du début à la fin, putain, on se fait pas chier quoi. C'est super, c'est un énorme show, vraiment. Et moi, je vais pas donner ma note encore. Ça sera 9,5 parce que franchement, enfin, mis à part le Train Big Show contre Undertaker, que j'ai pas forcément accroché, il n'y a aucun mauvais match, quoi. Il y a aucun mauvais match. Le Hardy Rey Mysterio est énorme malgré qu'il soit trop court. Le match par équipe, c'est la même chose. Ce Rock Austin splendide avec l'histoire des deux types qui est vraiment passionnante. Le match entre Angle et Lesnar qui est excellent. Ce putain de Chris Jericho, Shawn Michaels aussi. Non, mais il n'y a pas de mauvais match, quoi. Il n'y a pas de mauvais match dans ce pay-per-view, c'est 9,5, c'est largement mérité. C'est vraiment typiquement le genre de pay-per-view que j'ai envie de voir pour cette année, pour WrestleMania 29, et malheureusement on n'aura pas ça, et ça me fait chier. Bien qu'on soit dans une autre époque, mais je vous le dis, moi je vous le dis en exclu ici, on va se faire chier pendant le WrestleMania. Pendant le WrestleMania 29, on va s'emmerder, je vous le dis clairement. Et j'en reparlerai la semaine prochaine dans Sunday Night Wrestles. Alors la moyenne, messieurs, c'est 8,75. Merci Kevin d'avoir plombé la moyenne. Renaud, peut-être, c'est une Bah oui, réaction, peut-être. moi, voilà, hein, moi de toute façon j'ai mis 9,5, donc bon, pour moi c'est. Non mais voilà, ma réaction c'est, voilà, je le redis encore une fois, c'est pour moi le meilleur WrestleMania de l'histoire, clairement, c'est celui que j'ai préféré, c'est en pleine Ruthless Aggression la période, c'est pour moi la meilleure période niveau in-ring de la fédération. SmackDown c'était super, c'était gigantesque à l'époque les SmackDown, de leur côté ils avaient Angle et Los Guerreros, Benoit, Team Angle, Edge quand il n'était pas blessé, c'était vraiment du haut niveau, Eddie Guerrero aussi, donc ouais. Bah, j'ai dit les Los Guerreros, donc oui, il y a Eddie Guerrero dedans, forcément. Donc ouais, WrestleMania 19, mythique. Pour moi. Après, mythique, il n'a pas l'aura de WrestleMania 17, ça c'est vrai. C'est sûr. Mais écoutez, messieurs, je vous remercie d'avoir été là. Merci Kevin d'avoir fait ton retour, encore une fois. Mais de rien. Est-ce que tu veux venir la semaine prochaine pour l'analyse de la carte de WrestleMania 29 ou pas du tout? Je vais voir ça avec ma secrétaire. Et puis Change de PC entre temps, si tu peux. C'est un scandale. Je vais essayer. Promis. Allez, c'est parti. Donc, on va pouvoir passer à nos partenaires. Vox Catch, Instant Catch, la Wrestling Evolution League, Twitter, Facebook, FN Lutte, Catch Asylum. Qu'est-ce qu'on a d'autre, messieurs? Là, je fais tout de tête. Revolt, la nouvelle radio de Kevin. Je l'ai dit, Instant Catch. Ah, tu l'as dit, pardon. Ben, Instant Catch, je vais préciser quelque chose. Justement, on est en plein WrestleMania. Donc, la semaine qui précédera WrestleMania, chaque jour, vous aurez un match classique de différentes époques de WrestleMania, de grands classiques. Pas forcément connus du grand public, mais avec très diversifié. Est-ce qu'il y a un match de WrestleMania 19?
Oui. Oui, il y en a un. Est-ce que vous pouvez nous le dire lequel ou c'est une totale surprise? Je sais pas, ça faut que je vois Vincent, mais. Non, bah, on garde la surprise. On peut dire que c'est un des combats à partir de C'est le ce match féminin. qu'on considère comme les main events à Oui, partir de. bon, Voilà. vas-y, je pense que c'est. Je C'est le match féminin. pense savoir c'est lequel, mais. C'est le pillow C'est le fight. pillow fight, féminin. allez, c'est le pillow fight. Ah C'est oui, le c'est match un match entre le 4 et le 9, donc voilà. Voilà, c'est ça. C'est le match féminin. Non. Je ne pense pas. Non, mais voilà. J'ai dit tous les partenaires, je vais peut-être répéter la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Vox Catch. Et voilà. Catch Asylum, Fenlut. Et j'oublie YouTube, effectivement. iTunes, que j'oublie à chaque fois, j'oublie iTunes, c'est un truc de fou. Archive. Oui, non, mais Archive, c'est juste un diffuseur, c'est pas un partenaire. Comme YouTube, en fait. Non, notre page Facebook, Twitter, la page. Qu'est-ce qu'il dit, Renaud? Oh mon dieu. Je voulais dire notre Planté, il page. voulait dire notre page. Oh là. Qu'est-ce Notre qu'il page Facebook. Alors on a 20 ans, 25 ans, 27 ans, Ouais. 40 ans pour Boosty, c'est ça? N'importe quoi, 27. Allez. Mais Ben écoute, voilà, et puis donc le prochain rendez-vous, c'est pour quand alors? mais attends, on va faire nos Twitter respectifs, après je passerai au prochain rendez-vous. Kevin, c'est Kevin Colloque, c'est ça? Oui. Mais je compte faire à colocation. Mais bon, j'y réfléchis. Ça, c'est pour en reste. Renaud, c'est Malenko06. Oui, c'est ça, exactement. Boosty, c'est toujours Phillyland. Ah oui, c'est pas Notre Verpadoro national, c'est toujours Verpadoro tout court. D'ailleurs, Vincent, c'est Watcho Vincent, qui a enregistré, mais qui n'a pas vu WrestleMania 19, qui juste l'a enregistré, c'est sympa lui. Et quant à moi, c'est Sparta-8 Gus. Voilà. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine, pour l'analyse de la carte de WrestleMania et nos pronostics. Numéro, je crois que c'est 32 ou 33. Je sais plus, il faut que je regarde. Et il plutôt 33. Hein. 33, Ouais, 33, ouais. Parce que c'est ce qui me semblait. Et je peux déjà vous annoncer le titre du show, enfin de ce WrestleMania 33. Welcome to Boardmania. Ah, ça va venir à 33, t'es sûr? Boardmania. Boardmania. La France, monsieur, la France. France. Qui veut dire l'ennui pour les L'ennui, ouais, c'est ça. Ça veut dire l'ennui. L'ennui total. Mais non, mais ce sera pas un ennui de nous écouter. Ah oui, non. Ah non, non, non. C'est. On n'espère pas en tout cas. Nous, on va. Enfin, moi, pour ma part, je vais troller. Mais après. Après, bon, on verra bien, hein, messieurs. Mais écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et on va vous préparer une émission de fou furieux, vous allez voir. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ah, ciao. Et on se quitte tout de suite avec le thème de Stone Cold Steve Austin. Bon, c'est parti.